mes amis, on retrouve Édouard Husson pour un Stratégone. Ce sera le dernier de l'année, enfin de la saison, Édouard. Oui, on est presque fin juin, pas tout à fait, on est mi-juin. Sauf évidemment si il y avait une guerre nucléaire qui se déclenchait, on va en dire quelques mots. On va essentiellement parler de l'affaire iranienne. On commence, si tu en es d'accord, Édouard, ce numéro un peu exceptionnel parce que aussi nous rendons hommage à celui qui participait régulièrement à cette émission, qui était Éric Denessé. Oui. Qui va évidemment nous manquer. Tu veux peut-être ajouter quelques mots sur les analyses d'Éric Denessé en matière géopolitique? Oui, écoute, très brièvement, d'abord, effectivement, c'est un choc. C'est pas neutre pour nous d'être là tous les deux tout seuls, parce qu'on aurait dû être avec lui aujourd'hui. Ensuite, moi, je dois dire, certains connaissaient Éric Denessé depuis longtemps. Moi, je l'ai découvert à l'occasion de la guerre d'Ukraine. C'est là que, on se rappelle tous ces premières semaines difficiles où on essayait de comprendre ce qui se passait et où il y avait déjà une machine de propagande de l'OTAN qui fonctionnait à plein régime. Et donc, moi, j'avais des intuitions comme quoi c'était pas tout à fait ce qu'on nous disait. Et parmi les boussoles, je dirais, c'était peut-être même la boussole, ce que publiait pour le CF2R Éric Denessé, ça m'a aidé à caler ma réflexion et à ajuster. Et puis, petit à petit, je l'ai lu, j'ai lu certains de ses ouvrages, enfin son histoire mondiale du renseignement, je me suis plongé dedans et, j'ai découvert qu'en plus, derrière la plume, il y avait un homme doté de qualités tout à fait rares, dont je dirais que pour moi, il était très représentatif de ce que j'appellerais le français de toujours au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit clair, qui est courageux et en même temps qui dit souvent des choses très puissantes mais avec un ton modéré. Écoute, donc on lui rend hommage. On a déjà rendu plusieurs fois hommage à Éric Denessé, mais c'était important de rappeler que donc c'est un chroniqueur régulier chez nous, donc c'est évidemment un sujet qui nous touche. Moi, j'aimais bien en plus les qualités d'organisateur d'Éric Denessé. C'était un homme extrêmement fiable et clair, et exigeant d'ailleurs. Donc j'appréciais cet engagement. J'ajoute là encore, puisque je continue à être abreuvé de questions, de remarques, d'interrogations sur les circonstances de son décès. On va redire que aujourd'hui, effectivement, peu de gens retiennent la thèse du suicide. Et nous l'avons dit lundi dernier, mais que pour le reste, on ne peut pas forcément en savoir beaucoup plus et il faut se méfier des allégations, des intox. Je trouve assez intéressant d'ailleurs de voir comment certains dans la presse se dévoilent, se démasquent comme alimenteurs de premier ordre de désinformation. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose des circonstances de son décès. Je sais que après l'émission de lundi dernier où nous en avons parlé, notre chaos global de lundi dernier, des gens nous ont dit « Ah, mais en fait, vous savez pas », on sait qu'on ne sait pas et c'est déjà important d'arrêter de fantasmer et de tordre le cou aux rumeurs. Et je le redis, je suis inquiet de voir que dans un certain nombre de publics qui se prétendent souverainistes, il y ait une difficulté aujourd'hui à faire preuve de discernement vis-à-vis de l'intox. Voilà. C'est un public minoritaire qui ne fait plus la différence entre l'information et la désinformation. Mais cette minorité-là est extrêmement agissante et elle m'inquiète parce qu'on va le redire, il faut arrêter de fantasmer et qu'une information, ce n'est pas une désinformation. Je ne suis pas sûr que tout le monde arrive encore à faire la différence entre les deux. Ce point étant fait, nous aurions parlé évidemment avec lui aujourd'hui d'Israël, de la guerre en Iran. Qu'est-ce que et on va évidemment parler du rôle des États-Unis. Je rappelle que vendredi dernier, j'ai fait une excellente interview de Monsieur Ancel et là aussi, je vois des gens idéologisés qui disent ah mais lui on l'écoute plus parce que ceci, parce que cela. On est contre la monovoix de BFM, mais nous-mêmes on veut s'enfermer dans des entre quatre murs.
c'est une erreur. Ansel a très bien décrit le rôle indispensable des Américains dans les opérations israéliennes en Iran. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, Édouard. Est-ce que tu partages cette analyse qui a été faite par quelqu'un que visiblement les souverainistes vomissent, mais qui nous a dit, qui a fait courageusement une interview pour dire Israël ne peut pas avoir monté l'ensemble de son opération en Iran, pas seulement avec l'autorisation des États-Unis, mais avec l'aide active, voire la participation directe des États-Unis. Est-ce que tu partages cette opinion? Oui, je la partage, alors avec moins de compétences que d'autres hein, pour en parler, mais moi, il y a un certain nombre d'évidences qui, pour moi, sautent aux yeux. Par exemple, des opérations complexes comme l'assassinat de hauts responsables du commandement iranien. Bien sûr, on connaît les qualités du Mossad, bien sûr, on imagine les complicités, mais il y a un certain nombre de moyens d'information, de repérage. Par exemple, il y a une question qui vient immédiatement. On a vu hier que le commandement iranien demandait qu'on n'utilise plus WhatsApp. Pourquoi? Parce que WhatsApp a un service de localisation. Bon, et qui a transmis ces données WhatsApp qui, théoriquement, je le rappelle, sont confidentielles? Alors, il faut préciser que de ce que j'ai lu, surtout la crainte, c'est que ces données WhatsApp servent à identifier des Iraniens qui sont en contact avec des gens en Israël. Donc la crainte est qu'il y ait une identification d'espions iraniens en Israël grâce à WhatsApp. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres aspects. Moi, je remarque, on parlait de la désinformation, un peu ces nuages de fumée, ces écrans de fumée, pardon, qui se mettent entre nous et le réel. Il y a par exemple un débat qui est mené de manière très imprécise, je crois, sur ce qui se passe exactement en termes de maîtrise aérienne des Israéliens au-dessus du territoire iranien. Alors moi, je me garde bien de trancher parce que je n'ai pas de certitude. En revanche, ce que je sais, c'est que les Israéliens ne sont rien capables de faire sans un appui logistique américain. Je rappelle qu'ils volent sur des F-35, bon, et en particulier. Bon, donc voilà un deuxième exemple. Troisième exemple, il faut rappeler le fait que Israël et l'Iran, désolé de dire une évidence, mais n'ont pas de frontières communes. Donc il y a des trajets à faire quand il y a des avions qui se déplacent. Il y a des trajets à faire et des trajets qui sont relativement longs vu la consommation en kérosène des avions militaires, des avions de chasse. Et donc il y a des problèmes de ravitaillement en vol. Voilà un autre exemple où, sans le ravitaillement en vol américain, ou peut-être d'autres avions de l'OTAN, eh bien, les Israéliens ne peuvent pas mener leurs opérations, quand bien même ils ne vont pas jusque sur le territoire iranien, quand bien même ils frappent depuis l'Irak, ce qui est arrivé aussi, ils ne peuvent pas le faire sans une aide logistique. Ensuite, il y a un certain nombre de satellites d'observation. Donc, il me semble que prudemment, on peut dire pour l'instant, il n'y a pas d'engagement direct des États-Unis visible et aux côtés des moyens israéliens. En revanche, il y a déjà un appui logistique et puis il y a aussi des moyens de défense mis en œuvre pour intercepter les missiles et les drones qui peuvent partir du territoire iranien. Est-ce qu'on peut aller au-delà et imaginer que, puisque ça a été évoqué à un moment donné, imaginer notamment que, parce qu'il y a un mythe, moi on va le redire, cette guerre Israël-Iran est d'abord une guerre de propagande, puisque moi si je lis les communiqués israéliens, ils font des frappes extraordinaires, l'Iran est à plat ventre, ils sont laminés, et en même temps on découvre qu'ils ont impérativement besoin d'une bombe américaine qui permet de percer les défenses souterraines pour réellement toucher le programme nucléaire iranien. Donc on voit qu'il y a une propagande qui est faite et
une espèce de guerre de triomphe à laquelle les Iraniens eux-mêmes se livrent. Et dans cette guerre de propagande, les Israéliens ont notamment fait courir le bruit qu'ils avaient été capables de créer pratiquement une usine de construction de drones clandestine en Iran pour frapper l'Iran depuis le sol iranien lui-même. On a vu des photos de pick-up importants depuis Israël, des drones qui seraient partis du sol iranien pour frapper l'Iran. Donc on entend bien l'enjeu pour les Israéliens de nourrir cette idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des frappes depuis des bateaux américains au large de l'Iran qui expliquent aussi le fait que, au fond, l'Iran soit assez démuni face à ces frappes aériennes? Alors, c'est une thèse intéressante. Je n'arrive pas à la corroborer pour l'instant, mais c'est peut-être aussi par manque des bonnes sources. Mais disons que c'est bien sûr une hypothèse de travail qu'il faut explorer pour comprendre ce qui se passe. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On parle beaucoup d'intelligence au sens intelligence ouverte, de renseignement ouvert. Bon, avec les OSINT, etc. Bon. Moi, on en parle depuis le début de la guerre d'Ukraine. Et alors, il y a des gens qui arrivent avec des théories, on vous dit que ceci, on vous dit que cela. Moi, je vois qu'il y a des très bonnes choses et puis des choses moins bonnes pour une raison très simple, c'est que c'est toujours l'esprit humain qui traite les données. Et donc, effectivement, tu as tout à fait raison de poser la question. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, premièrement, je rejoins ton point de vue, il y a des récits antagonistes, triomphalistes des deux côtés. Bon, les Iraniens font la même chose. On nous avait dit la nuit dernière, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, il y a bien eu des tirs de missiles la nuit dernière. Il y a bien eu les missiles Fatah 1. Il y en a bien eu qui ont été tirés. Moi, je les appelle hypersoniques. Peut-être que c'est par facilité. Certains spécialistes disent c'est pas tout à fait ça. Bon, en tout cas, on voit des images vidéo qui sont impressionnantes. On voit très bien la différence entre le missile classique et le missile qui arrive extrêmement vite et qu'on ne voit qu'à la dernière seconde, juste avant l'impact. Donc ça, on est d'accord. Bon, de là à suivre la propagande iranienne qui nous explique que le feu du ciel est tombé, etc., sur Israël, on va rester mesuré. Mais à l'inverse, effectivement, je retiens deux choses de ce que tu as dit, c'est que, premièrement, on est gêné pour croire qu'il y a une domination israélienne aérienne absolue, les Israéliens à eux seuls, on n'y croit pas. Donc, ton hypothèse sur plus qu'un soutien logistique, ce que tu es en train de dire, c'est que ça serait une participation américaine déjà existante. Eh ben, il faut la mettre sur la table, effectivement. Et la deuxième chose, c'est que de même qu'on isole un point de force pour l'Iran, qui par exemple n'a pas d'armée de l'air, mais a des missiles performants, a ce qu'on appelle des villes de missiles, c'est le terme utilisé dans le jargon, dans les montagnes, il y a des stocks de missiles et apparemment des moyens de lancement qui restent camouflés très longtemps aux satellites adverses. Voilà, donc ça, on a dit ça. À l'inverse, on a ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait que les Israéliens sont, comme on le sait, très performants pour infiltrer un territoire, pour se mêler à une population et y acheter des concours, des complicités. Et alors, on en arrive à cette question de fabrique de drones sur le territoire iranien. Donc oui, effectivement. Alors, quelles sont les dimensions ? Est-ce qu'on est dans le simple entrepôt de camions, comme on a vu en Russie, lorsque les Ukrainiens ont frappé les aéroports et les bombardiers stratégiques? Est-ce que c'est plus? Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait plutôt une série d'ateliers dispersés à différents endroits du pays. Il faut se rappeler que l'Iran, c'est 1,6 million de kilomètres carrés, c'est très très grand. Hein. Et en tout cas, la force des Israéliens, sans aucun doute, ça a été leur capacité à infiltrer
le territoire iranien, à se fondre dans la population et à frapper de manière inattendue. D'où d'ailleurs les pertes parmi les hauts gradés iraniens. Mais cela dit, je reste quand même sur mon idée. Je crois que c'est le commandement israélien qui disait que plus de 200 avions avaient participé aux frappes. Est-ce qu'il est plausible que seuls les avions israéliens aient participé aux frappes? Alors, je te réponds non. Si ce chiffre de 200 est vrai, il doit y avoir des avions de l'OTAN ou des avions américains. Et s'il n'y a pas cet appui offensif, qui voudrait dire à ce moment-là que les États-Unis, voire l'OTAN, sont déjà en guerre avec l'Iran, si ça n'existe pas, ça veut dire que le récit israélien n'est pas exact. Alors, il y a évidemment dans ce débat, on continue sur la question de l'implication des États-Unis, puisqu'il y a un débat extrêmement important sur quelle est la position de Trump, qui a publié une capture d'écran d'un message SMS de l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, puisqu'on rappelle que les États-Unis ont installé leur ambassade à Jérusalem, et cet ambassadeur qui est un chrétien, je ne sais pas quoi, adventiste. Sioniste, et ceux qu'on appelle les chrétiens sionistes. Ah, oui. et dit à Trump, n'écoutez pas vos conseillers, écoutez la seule voix qui compte, c'est celle de Dieu, qui vous dit d'attaquer l'Iran. Et Trump republie ce message, et comment, enfin, pour moi, j'en sors ébahi. D'abord, comment un ambassadeur de la principale puissance du monde peut-il écrire à son président: n'écoutez pas vos conseillers, écoutez la voix de Dieu. On a sombré dans la folie là quand même. Oui, mais il faut se rappeler que George W. Bush avait expliqué au moment de la décision de frapper l'Irak en 2003 que Dieu lui avait parlé. Alors, ça n'a pas être différent comme scénario. Là, c'est quelqu'un qui dit à Trump, écoutez Dieu. Alors, on ne sait pas si Dieu va parler à Donald Trump comme il parlait à George W. Bush. Mais je pense que, si tu veux, on tombe sur quelque chose que nous, Européens, n'avons jamais voulu voir depuis des décennies concernant les États-Unis. C'est que c'est un pays où la séparation du religieux et du temporel n'est pas du tout aussi claire que dans la tradition européenne. Et donc, ça nous pose des problèmes parce que on se croirait, ce que tu cites, tout d'un coup, on se croirait dans une théocratie. Enfin, pour moi, c'est là où je suis quand même estomaqué, c'est que on est face à un régime iranien qui se réclame République islamique et qui est d'ailleurs beaucoup diabolisé à cause de ça. Mais au fond, la République islamique est moins théocratique qu'Israël, qui est porté par nous sommes là depuis 2000 ans et nous allons rétablir la terre promise telle qu'elle nous a été donnée par Dieu, qui est quand même. Enfin, je ne sais pas qui peut croire à ça raisonnablement. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu dis, écoutez, j'ai un doute sur le caractère réellement religieux de divin d'Israël, on nous explique qu'on est antisémite. Bon. Et donc, ce qui montre que ces fantasmes religieux sont quand même une prise aujourd'hui dans le débat public, y compris dans la communauté juive ashkénaze d'Europe, qui est a priori plutôt laïque, ou en tout cas moins religieuse. Même ces gens-là sont parvenus à transformer la religion en un principe politique, en un principe de gouvernement politique. Et là, on voit que par ailleurs, les États-Unis eux-mêmes sont désormais gouvernés par des fanatiques religieux. Enfin, Trump, aujourd'hui, lorsqu'il republie ce message, il envoie quand même un signal sur son imprégnation religieuse qui pose quand même des questions. Et on se dit que le 21e siècle, on se souvient tous que Malraux avait dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. On n'en est quand même pas très loin là. Oui, et pour aller dans ton sens, à l'opposé, hier, le guide suprême, Khamenei, a publié, alors je ne sais pas si ça s'appelle un décret, ou en tout cas il a donné une instruction selon laquelle le commandement de l'armée a désormais son autonomie pour décider des frappes, sans lui en référer systématiquement.
Donc c'est intéressant. Alors je pense que d'abord il se protège suite aux menaces de Donald Trump hier, là encore sur son réseau social. J'ai fait un article dans le Courrier pour en parler, parce que plus il communiquera avec d'autres, Khamenei, plus les Américains sauront où il est, ou les Israéliens. Donc il se protège. Mais enfin, précisément, on dit c'est le régime des mollahs, on dit avec beaucoup de mépris. Mais enfin, ce régime des mollahs, il est capable de comprendre qu'à un moment, la stratégie, elle doit être très temporelle. Et pour éviter de se faire repérer, il vaut mieux laisser l'armée décider d'elle-même. Ça veut dire aussi, autre information intéressante, que malgré les très lourdes pertes dans le haut commandement, ils ont visiblement réussi à se réorganiser et que le chef de l'État a confiance. Alors, est-ce que ça sera justifié ou pas? Voilà. Donc ça, c'est l'Iran. Et alors, en face, je suis d'accord avec toi, on est dans une situation tout à fait étonnante. Alors, bon, Trump, c'est toujours du billard à beaucoup de bandes. Il a republié ça aussi parce qu'il était agacé par de nombreuses critiques qui lui viennent de la sphère MAGA, hein, le Make American Great Again, et en particulier, il a été attaqué très durement par Tucker Carlson ces 2 derniers jours. Et il a aussi, les journalistes lui ont opposé les propos de Tulsi Gabbard qui, en mars, avait dit l'Iran n'est pas au seuil de la bombe nucléaire. Et je pense que Trump, avec son tempérament, a horreur qu'on le mette sous pression. Et donc là, il a dit, regardez, je peux écouter aussi ceux qui me disent que j'ai pas à écouter les autres. Voilà. Mais bon, ça ne change rien à ton diagnostic global sur la société américaine et les sphères de pouvoir américaines. Sur ces positions, et on va continuer, tu cites le fait que Khamenei, qui est le président iranien, dise je laisse les militaires décider. C'est aussi un signal important puisque Donald Trump a donné de l'écho aux positions de Netanyahou, disant on va flinguer Khamenei, on va faire une frappe ciblée pour le tuer. On rappelle qu'il y a eu un débat tout ce week-end notamment sur le fait que Trump aurait dit ne le tuez pas tout de suite, on a encore besoin de lui en gros. Et donc Khamenei s'attend à être exécuté par l'armée israélienne dans la pratique. Comme Nasrallah l'a été, hein. Alors la différence, c'est que Nasrallah était le chef d'un groupe paramilitaire qui ne constitue pas le Hezbollah, qui ne constitue pas un État stricto sensu. Là, ce qui se passe quand même, c'est que le Premier ministre israélien et le président américain envisagent de tuer un chef d'État légitime. Là aussi, les bras nous en tombent. Enfin, comment l'Occident peut-il se présenter comme le dernier point en lutte contre la barbarie, hein, quand on écoute notamment, y compris en France, des gens comme Retailleau, nous sommes la civilisation face aux barbares. Comment peut-on encore faire croire à cette fiction quand le président des États-Unis annonce qu'il va liquider physiquement un président qui a été démocratiquement élu? Alors, oui, on rappelle hein, qu'il y a un président de la République iranienne et que d'autre part, Khamenei a pour fonction qu'il est le guide suprême. Donc, le président de la République iranienne est élu après sélection des candidats par une instance, mais il est élu parmi ces candidats retenus au suffrage universel. Le guide suprême, lui, c'est le successeur de l'ayatollah Khomeini et c'est le garant de la stabilité de la Constitution. Je rappelle que la Constitution iranienne est très compliquée avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui sont difficiles pour nous à décrypter. Bon, mais c'est donc le chef de l'État légitime. Il est constitutionnel, voilà. Alors qu'un Zelensky, par exemple, n'a plus de mandat démocratique. Voilà. Et alors, je cherchais hier dans ma mémoire, mais peut-être que toi, tu as pensé à un épisode, mais je ne connais pas dans l'histoire de cas où un chef d'État est annoncé comme ça qu'il allait tuer le chef d'État adverse. Je pense que Gengis Khan a dû le faire ou oui, du barbare, voilà. Mais ensuite, il y a des tas de conquérants, de chefs d'État qui ont tué le chef d'État adverse. Mais le fait de l'annoncer et d'en faire un principe moral, théorique, voilà, c'est quand même incroyable. Et puis alors, il faut réfléchir très pragmatiquement sur les conséquences. Je veux dire,
peu importe ce qu'on pense de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping sur leur mode de gouvernement, mais ils peuvent se dire ah bah oui, donc après Khamenei, s'ils réussissent à le tuer, ça sera moi le suivant. On peut imaginer aussi des chefs d'État qui osent plus serrer la main de Trump en disant, mais comme dans les films, il va peut-être m'injecter un poison en me serrant la main, m'injecter d'un truc dangereux. Non, c'est tout ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que les dirigeants occidentaux, mais aussi les journalistes occidentaux, je vois que RFI a repris sans recul critique, RFI, Radio France Internationale, a repris sans recul critique le débat sur l'assassinat potentiel de Khamenei qui serait légitime. Donc, mais est-ce que ces gens se rendent compte que quoi qu'il se passe, maintenant pour des décennies, les dirigeants occidentaux sont délégitimés et l'Occident, si on utilise ce terme, je ne sais pas s'il est bon, mais disons l'Amérique du Nord et l'Union européenne principalement, vont être haïs, mais dans des proportions dont on n'a pas idée. Effectivement, l'abandon critique, enfin, il n'y a plus de rempart critique face aux énormités qu'on entend, parce qu'il faut bien dire quand même qu'aujourd'hui, les positions de Trump relèvent de l'énormité. Mais il reste une question, c'est que quand même dans cette affaire, beaucoup, et on y a contribué, j'ai déjà dit lundi au courrier, beaucoup prêtaient à l'Iran des capacités de frappe. Et visiblement, il y a eu un débat en Iran, puisque la société iranienne est en réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus plurielle qu'on ne le dit. Il y a notamment une presse plutôt libérale ou progressiste, entre guillemets, en Iran, qui plaide pour, au fond, une capitulation ou une démarche diplomatique face aux attaques israéliennes, et qui dit c'est pas la peine d'utiliser tout notre armement, tout notre arsenal pour frapper l'ennemi, parce qu'après, on n'aura plus rien. Et notamment, nous ne pourrons plus nous défendre contre une éventuelle invasion terrestre de voisins malveillants. Qu'est-ce que ça t'inspire ou qu'est-ce que tu as glané comme information sur ce sujet, Édouard? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'Iran est aujourd'hui dépassé par ce qui lui arrive. Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y a effectivement toujours un courant plus tourné vers l'Occident et un courant plus nationaliste et isolationniste en Iran. Et ça dure depuis les origines du régime révolutionnaire iranien. Ensuite, il faudrait effectivement voir avec un spécialiste de l'Iran quel est le poids respectif de ces deux courants. Troisième remarque, je crois que si les Israéliens et les Américains voulaient vraiment être efficaces pour provoquer soit la capitulation que tu dis, d'une certaine manière, la négociation aujourd'hui reviendra à une capitulation, soit même un changement de régime pour amener cette aile plus libérale au pouvoir, ils s'y prennent de la pire des manières, parce que bombarder la population civile iranienne comme ça a été fait, menacer l'ayatollah Khamenei, qui est un homme de 90 ans quand même, rappelons-le, et qui est une figure respectée, ça a plutôt tendance à souder la population iranienne, à la ressouder avec le régime. Il ne faut pas minimiser la crise de légitimité iranienne. Hein. Les pourcentages de participation aux élections dans les 5 à 10 dernières années étaient faibles, inférieurs à 50%. Donc, il faut avoir ça en tête. Mais globalement, je dirais que, à mon avis, ce qui va l'emporter dans la psychologie des Iraniens, hypothèse de ma part, c'est que un pays comme Israël qui fait ce qu'il a fait à Gaza et qui dit mais on vous fera rien pourvu que vous changiez de régime et que vous deveniez une démocratie telle qu'on la conçoit, bon, je pense que ça n'inspire pas confiance, pour dire les choses diplomatiquement. Certes, mais la question est, est-ce que aujourd'hui, si l'Iran, puisque tu l'as dit par exemple hier, l'Iran a annoncé hier dans la journée
qu'on allait voir ce qu'on allait voir le soir même. Et puis finalement, je crois qu'il y a eu 4 missiles qui ont été envoyés, qui ont été interceptés par le dôme de fer ou par l'aviation israélienne avant qu'il n'arrive sur le territoire israélien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran a réellement une capacité militaire à frapper durement Israël, voire létalement, ou bien est-ce que au fond, c'était du bluff et l'Iran n'est pas en position de riposter de façon crédible à Israël? Alors, il faut repartir des objectifs israéliens qui étaient un peu d'ailleurs selon le mythe de la Blitzkrieg, de flanquer un tel coup à l'Iran au départ qu'il ne s'en remettrait pas et il serait amené très vite à traiter. Moi, j'ai lu que il y avait l'intention de frapper beaucoup plus de militaires, de commandants militaires iraniens, beaucoup plus de personnalités politiques, et de ce point de vue-là, Israël n'a pas atteint son objectif. À l'inverse, ce que disent un certain nombre d'experts militaires, c'est que plus la guerre dure, plus on entre dans une situation difficile pour Israël, qui est que les munitions du système complexe, hein, il y a le dôme de fer et il y a d'autres systèmes de défense, s'épuisent. En gros, pour chaque missile iranien qui est tiré, si le dôme de fer doit être efficace, il faut 2 à 3 tirs de missiles du côté israélien. C'est d'ailleurs au passage, c'est du matériel américain, hein, ne l'oublions jamais. Alors, il y a un certain nombre de vidéos qui semblent être authentifiées par des experts militaires et on voit quelque chose d'assez attendu, c'est-à-dire on voit des salves de missiles ou de drones iraniens qui arrivent. Il y en a un certain nombre qui sont repoussés par les tirs j'appelle le dôme de fer par commodité, mais il y a ce que les artilleurs appellent classiquement la saturation, c'est-à-dire que il y a toujours un ou deux projectiles qui passent. Et la question, c'est l'impact de ces projectiles-là. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, moi, j'ai vu des photos impressionnantes sur la raffinerie d'Haïfa, sur la centrale électrique d'Haïfa. Il y a un scientifique israélien qui a mis sur X, avant qu'il y ait une censure israélienne, il ne faut pas oublier qu'il y a une censure israélienne sur les impacts, mais avant ça, lundi, qui a mis des photos de son laboratoire du Weizmann Institute qui a été démoli par un tir iranien, et il dit très candidement, j'ai plus rien, et il écrit à ses collègues en leur disant si jamais vous avez, puisque c'était de la recherche sur les insectes et les mouches en particulier, il dit si vous avez gardé des choses que je vous ai envoyées, surtout gardez-les précieusement parce que moi je n'ai plus rien, il va falloir tout reconstruire. Et il ajoute d'ailleurs, et peut-être le premier stade de la reconstruction, c'est de changer de gouvernement. Ne sous-estimons pas la possibilité, on ne sait pas ce qui va se passer en Iran, mais ne sous-estimons pas la possibilité que la situation de Netanyahou soit plus difficile que ce qu'il imagine lui-même, si la société en a assez de malgré tout devoir se réfugier tous les soirs dans les abris. Et puis, il y a quelque chose qui met mal à l'aise un certain nombre d'Israéliens, c'est qu'ils ont interdiction de quitter le pays. Il y a une question que tout le monde se pose, Édouard, et c'est là-dessus que je te propose qu'on termine cette émission. Évidemment, tout le monde a peur d'une guerre nucléaire. Et notamment, on parle de frappe nucléaire iranienne, c'est-à-dire que personne, au fond, il y a un bluff. On ne sait pas si les Iraniens ont l'arme nucléaire ou pas. S'ils ne l'ont pas, ça réduit leur crédibilité dans la riposte à Israël. S'ils l'ont, ça justifie l'opération, enfin ça justifie, en tout cas, ça peut légitimer en partie l'opération israélienne qui dit il y a des armes nucléaires en Iran. Donc aujourd'hui, on ne sait pas.
Certains disent que l'Iran est très proche de l'arme nucléaire et qu'au fond, l'Iran accélère les opérations pour préparer des frappes nucléaires. Des informations israéliennes faisaient état de 20 000 missiles iraniens en stock, donc, dont certains pourraient porter des têtes nucléaires. On voit que les Israéliens et les Américains ont annoncé des très grandes opérations pour jeudi soir et vendredi, en nous disant vous allez voir ce que vous allez voir, ça va. Les Israéliens ont dit ça va montrer que l'opération Pager, on se souvient que les pagers, donc les petits appareils qu'on appelait tam-tam, je crois en France, du Hezbollah avaient explosé à distance tous en même temps, qu'il y avait eu des blessés. Les Israéliens ont dit cette opération va être ridiculisée par rapport à ce qu'on prépare en Israël, en Iran, pour jeudi soir, vendredi. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir une escalade décisive et une mondialisation du conflit à cette occasion? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Bon, d'abord, le succès de l'opération Pager au Liban, c'est qu'elle n'était pas annoncée. Là, c'est étonnant que les Israéliens annoncent quelque chose, mais voilà, je peux pas en dire plus. J'ai lu comme toi ces déclarations. Ils annoncent peut-être pour jeudi en se disant on va le faire mercredi. Oui, tout à fait. Mais je peux pas en dire plus. Le deuxième aspect, et là, je livre purement mon sentiment. C'est une opinion, hein. Alors elle est fondée un peu en analyse, mais on a trop peu d'éléments. Je pense que si c'est uniquement l'Iran face à Israël et que ça dure, les Israéliens arriveront au mieux à un match nul, si je peux me permettre cette expression un peu triviale. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura de grosses destructions sur le territoire israélien. Je rappelle quand même que c'est un tout petit territoire, 20 000 km². Et il y aura des coups sévères portés à l'Iran, sans aucun doute, avec deux sociétés usées, mais après tout, l'Iran a affronté la guerre avec l'Irak dans les années 80, qui était une guerre atroce. Alors, ce que tu dis, c'est que se passe-t-il? Enfin, est-ce qu'il y a un risque de dérapage nucléaire? Je crois qu'il y a deux risques. D'abord, même si ça n'est jamais dit publiquement, c'est un secret de polichinelle pour la diplomatie mondiale, Israël a la bombe nucléaire. Et je rappelle que le grand journaliste américain Seymour Hersh a écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle L'option Samson. Alors je rappelle que Samson dans la Bible, parce qu'il a été pris par les Philistins et emprisonné, et par traîtrise, on lui avait coupé les cheveux dans lesquels il y avait sa force, mais ses cheveux ont repoussé et il est dans une salle de festin et il retrouve sa force et il fait s'écrouler tout de la pièce en cassant les colonnes. Et donc l'option Samson, ça serait, dans une situation désespérée, Israël déciderait d'une frappe nucléaire sur l'Iran. Et c'est Seymour Hersh qui a écrit ce livre il y a 25 ou 30 ans, je crois. Prenez ça au sérieux en disant Israël est un petit pays plus vulnérable qu'il ne le croit, et s'il découvre sa vulnérabilité, il pourrait réagir de manière irrationnelle. Alors, en même temps, on se dit que ça ne peut pas se faire sans l'autorisation américaine, ce qui nous amène à l'aspect, me semble-t-il, le plus probable, celui d'un engagement américain actif, en tout cas visible, pour relier à ce qu'on a dit, dans la guerre. Et cet engagement américain actif, il peut déclencher en retour un engagement plus fort de la Russie et de la Chine dans le conflit. Or, la Russie et la Chine sont des puissances nucléaires qui parlent d'égal à égal avec les États-Unis du point de vue de la dissuasion nucléaire. Et c'est là que ça devient très très dangereux de mon point de vue. Bon, écoute, on va suivre ça. Et puis, à très bientôt, Edouard. Merci, Eric. Et de toute façon, on continue à te suivre dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Tout à fait.